Facebook Live, 1 heure avec un invité culte, l'auteur des Fourmis, des Thanatonautes, du Papillon des Étoiles. Il vient de publier son nouveau roman chez Albin Michel, comme toujours, un nouveau carton. La prophétie des abeilles en passe de devenir culte lui aussi. Mon invité évidemment c'est Bernard Werber. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors je vous explique. Nous parlerons d'abord bien sûr de ce nouveau livre. Ensuite, nous visiterons votre œuvre, son origine surtout. J'aimerais bien que vous nous racontiez notamment l'histoire des fourmis, la sortie des fourmis, comment ça s'est passé, parce que j'adore cette histoire. Mais tout le monde ne connaît pas les coulisses. C'est assez fascinant, vous verrez. Moi, j'ai lu Les Fourmis à 14 ans. C'est un roman culte pour beaucoup de gens. J'ai la chance, par mon métier, de vous avoir déjà posé beaucoup de questions sur ce sujet, pas forcément devant des micros. Alors c'est l'occasion pour les auditeurs de vous cuisiner aussi, puisque ce sera dans la deuxième partie. Tous les auditeurs du public ont été triés sur le volet par Hugo Delamarre à Europe 1. Ils ont envoyé leurs questions, beaucoup de très belles questions précises. Malheureusement, on n'aura pas le temps de toutes les poser, mais on va faire le maximum. Mais allons-y donc avec la prophétie des abeilles. D'abord, pardon Bernard, je formule à chaque fois la même première question en fonction de l'animal auquel vous vous intéressez, mais donc pourquoi l'auteur des Fourmis s'intéresse-t-il maintenant aux abeilles? Parce qu'elles ont bonne presse? En fait, à l'origine de la prophétie des abeilles, il y avait d'abord les Templiers et les prophètes. Donc j'ai écrit un livre sur les prophètes et sur les prophéties. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, il faudrait qu'il y ait une sorte de message de sagesse qui traverse le temps. Et je me suis dit que ce message, quelque part, nous est transmis par la nature. Et quel animal mieux que les abeilles a pu apporter à l'homme en même temps un réconfort par le goût et en même temps un exemple d'organisation par la ruche. Et après est arrivée naturellement cette idée que les abeilles actuellement étant en voie de disparition, la production de miel étant en réduction partout dans le monde, il y avait une prophétie un peu dramatique que les abeilles vont disparaître. Il y avait cette phrase d'Einstein, le jour où les abeilles disparaîtront, l'humanité ne pourra survivre que 4 ans. Et j'ai trouvé que cette prophétie d'Einstein était parfaite pour s'ajouter à celle des Templiers. Mais au début, il y avait le thème des Templiers qui, pour moi, est quand même le thème principal de la prophétie des abeilles. Justement, on parle souvent de cette probable disparition des abeilles, mais qu'est-ce que ça changerait au fond, au-delà de la phrase d'Einstein? Vous, dans le livre, vous voyez famine et guerre mondiale aux alentours de 2050, 2051, je crois. Pourquoi? Déjà, elle pollinise à peu près 80% des végétaux, et ces végétaux nous servent d'alimentation. Et si on devait polliniser avec nos moyens, que ce soit à la main ou que ce soit avec des robots, on n'y arriverait pas. L'homme ne sait pas remplacer une ruche d'abeilles. Et d'ailleurs, l'homme ne sait pas fabriquer du miel. Toute la chimie qui est à l'intérieur de la ruche, que ce soit le propolis, que ce soit la cire, la gelée royale, ou le miel, sont des produits que nous ne savons pas fabriquer artificiellement. Et ça a l'air de rien, mais on ne peut pas vivre sans une interaction avec la nature et l'écosystème. Nous venons de cette nature, et si on veut juste tout se couper entièrement de cette nature et tout fabriquer de manière artificielle, en fait, on n'y arrivera pas. En tout cas, actuellement, on n'y arriverait pas. Donc c'est pour ça que je dis, il risque d'y avoir une famine, ou en tout cas, il risque d'y avoir des famines. Peut-être qu'il y aura un petit groupe de personnes qui arrivera à survivre dans des cités extrêmement technologiques, mais ça ne durerait pas longtemps. Et de toute manière, je crois que ça rendrait l'homme fou d'être coupé des animaux, d'être coupé de la nature. Mais ça veut dire quand même que toutes les briques de l'édifice de la Terre ne se valent pas. C'est-à-dire que là, on a l'impression avec les abeilles que si on retire les abeilles comme une brique, tout s'écroule. Mais en fait, c'est le cas de beaucoup, même si on retire les fourmis, par exemple, ça va poser problème. Oui, les parce vers de qu'elles terre, aèrent on en parle aussi. Elles aèrent le sol, les fourmis aèrent le sol, et ce qui fait que quelque part les abeilles gèrent la partie en hauteur de la végétation et les fourmis gèrent la partie en sous-sol. Mais tout ça participe à rendre notre planète comme dans son épiderme viable. C'est-à-dire c'est comme si il y avait une couche au-dessus de la planète de vie, et si l'homme commence à mettre partout des insecticides et à vouloir détruire ces couches, il va juste se couper lui-même de la possibilité de se nourrir. Mais on le sait, mais ça veut dire
qu'on devrait changer de comportement, mais ça prend tellement de temps entre le moment où on sait qu'il y a un comportement qui va causer notre perte et le moment où il faut changer de comportement, qu'il peut y avoir des dégâts définitifs. Et c'est ce que je crains. Et la menace pour les abeilles, c'est l'homme, certes, bien sûr, mais c'est aussi le frelon asiatique. Amené par l'homme. Amené par l'homme, voilà. Voilà. Alors ça veut dire qu'il faut éteindre les frelons asiatiques ? C'est sûr que les frelons asiatiques, c'est des destructeurs de ruches. Les premiers frelons asiatiques sont arrivés en France en 2004. C'est un type qui a commandé une porcelaine chinoise. Dans sa porcelaine chinoise, il y avait une reine frelon asiatique qui s'est reproduite et maintenant qui a envahi l'Europe, maintenant les États-Unis. Le problème quand on amène des espèces qui ne sont pas autochtones, c'est qu'ils n'ont pas de prédateurs. Donc ce frelon asiatique n'a pas de prédateurs. Les oiseaux n'osent pas l'attaquer. Et il massacre les ruches. J'ai assisté moi-même à une attaque de frelons asiatiques sur une ruche. Ça s'est passé d'ailleurs à Paris, dans la banlieue parisienne. Et j'ai vu, il y a 10 frelons asiatiques qui massacrent 50 000 abeilles et on ne peut rien faire. Et même les apiculteurs avec leurs raquettes de tennis qui essaient d'éloigner les frelons n'y arrivent pas parce qu'il y a toujours un moment où ils arrivent à passer. Donc c'est vraiment une calamité. Mais cette calamité est due à quelque chose de très précis. C'est que nous avons sélectionné les abeilles de manière qu'elles soient le plus pacifiques, le plus gentilles possible, pour qu'elles ne piquent pas les apiculteurs. Résultat, elles sont tellement gentilles qu'elles ne savent plus se défendre. Mais ça aussi, la question de la responsabilité individuelle d'un type qui fait une bêtise, parce que c'est une bêtise, au fond, on va pas non plus, le pauvre vieux, on peut pas trop lui en vouloir, c'est une grosse bêtise. C'est intéressant de le retrouver, de l'interviewer. Ça aurait pu être un régal pour le romancier, je sais bien que c'est pas au cœur du livre, mais ça vous a pas effleuré de faire la vie de ce type? Avec le procès de l'humanité qui vient de détruire. Il s'est pas rendu compte, mais vous savez, il y a d'autres espèces. Je sais pas si vous avez vu maintenant, il y a les perruches, il y a les plantes élantes, il y a les tortues de Floride. Il y a toutes ces espèces qui ont été amenées pour des raisons soit de décoration, soit des raisons des gens qui les ont adoptées puis qui les ont jetés dans la nature. Il y a aussi l'écureuil asiatique qui nous crée des problèmes. Et nous sommes en train de foutre un gros bordel dans l'écosystème et on s'apercevra des répercussions, je crois, dans les années à venir. Donc, quand j'ai fait la prophétie des abeilles, c'était aussi pour dire, attendez, regardez, un petit acte d'une seule personne peut entraîner des catastrophes énormes sur toute la planète. Le fameux effet papillon. Quelqu'un prend une décision ou fait une bêtise et ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. Je dois confesser que j'avais une tortue de Floride qui s'appelait Rafting, mais que j'ai pas laissé dans la nature, elle est enterrée dans un jardin du Maine-et-Loire. Ah, bah alors, dans ce cas, tout est pardonné. Paix à son âme. Mais alors, venons-en au cœur du roman, puisque là, vous avez l'air d'être un peu pessimiste pour nous et pour tout le monde, mais en fait, il y a quand même une solution, éventuellement, c'est la prophétie des abeilles, écrite par un Templier. Qu'est-ce que c'est ? Alors, d'abord, je suis pessimiste sur le court terme, mais je suis optimiste sur le long terme. C'est-à-dire, je considère que toutes les bêtises qui peuvent être faites seront faites, et chaque fois qu'il y a quelque chose où on dit, surtout si on fait ça, il va y avoir de terribles conséquences, on le fait quand même, rien que pour être sûr. C'est un peu comme ces enfants qui mettent leurs doigts dans les portières pour vérifier si ça fait bien mal. Et j'ai l'impression que l'humanité, dès qu'il y avait une bêtise à faire, elle n'a pas pu s'empêcher de la faire. C'est vrai que si on met une petite étiquette à côté d'un bouton marqué ne pas presser, voilà. On y va, quoi. Même dans la Bible, le bon Dieu, il dit à Adam et Ève, écoutez, vous pouvez jouer avec tout ce que vous voulez dans le paradis, vous pouvez manger tous les arbres, vous pouvez manger les fruits de tous les arbres que vous voyez, mais surtout, il ne faut pas toucher à l'arbre de la connaissance. Et au bout d'un moment, à force de tourner, ils n'ont qu'une obsession, c'est pourquoi il ne faut pas toucher ça. Donc nous, il ne fallait pas toucher au nucléaire, il ne fallait pas toucher à la guerre mondiale. Et chaque fois, on avait des choix et on a fait le mauvais choix, ce qui montre qu'on apprend par l'erreur. Et maintenant, quand on dit, il y a des sages qui apparaissent dans les médias pour donner des conseils de raison, on sait qu'ils ne vont toucher qu'une toute petite minorité. Ceux qui veulent faire la bêtise vont avoir la majorité et la bêtise va être faite. Maintenant, il y a deux attitudes par rapport à ça. L'attitude pessimiste, c'est on va faire toutes les bêtises et on va finir par tout foutre en l'air. Et la deuxième, c'est celle auquel je pense, c'est OK, on va faire des bêtises, on va faire beaucoup de dégâts, mais il y aura un petit groupe de gens un peu plus éveillés, un peu plus malins que les autres, qui finiront par trouver une solution, et cette solution récupérera toutes les erreurs de tous ceux qui ont fait des bêtises. C'est pour ça que je suis fondamentalement optimiste. Je crois que l'humanité, l'histoire de l'humanité, c'est 3 pas en avant, puis tout d'un coup ça s'arrête, 2 pas en arrière,
et après, hop, ça redémarre 3 pas en avant. Par exemple, on arrive, disons, jusqu'à l'Empire romain qui s'arrête en l'an 500. En l'an 500, invasion barbare. Donc on perd tous les acquis du système administratif et de gestion des Romains, même l'agriculture, la technologie. Chute de Rome. Chute de Rome. Et on retrouve tout ça en 1500 avec la Renaissance. Donc c'est-à-dire on a un effondrement et à la Renaissance, on repart avec une connaissance qui correspond à peu près à ce qu'on a perdu en l'an 500. Donc là, on est arrivé à nouveau à redémarrer depuis 1500 vers plus de technologie, plus de bien-être, plus d'humanisme. On arrive à une limite, à un point où il y a un risque d'effondrement. Mais s'il y a un risque d'effondrement, il y aura un moment où ça va s'arrêter et on reprendra un peu plus tard. Et j'ai l'impression que c'est ça, 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Et alors à la nouveau 3 prophétie pas en des avant. abeilles. Et la prophétie des abeilles, elle annonce une solution qui consiste à l'humanité, si elle devenait raisonnable, à copier les abeilles, à savoir s'intégrer complètement bien à la nature, créer une communication meilleure entre les individus au sein de la cité, et puis créer des cités qui soient non hostiles à la planète. Quand on regarde, que ce soit la fourmilière ou que ce soit la ruche, ce sont des cités avec jusqu'à 50 000 individus qui ne font que participer au bien-être végétal et animal extérieur. Donc il faut arriver à cette sorte de réussite. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais à l'avantage de l'humanité, ou comme excuse pour l'humanité, tout simplement que c'est une espèce très jeune. Les fourmis et les abeilles, pour donner un ordre d'idée, sont âgées de 120 millions d'années et l'humanité, au mieux, est âgée de 3 millions d'années. Donc elles ont 117 millions d'années d'expérience de la vie sociale et de la vie sur Terre, en plus de nous. Et nous, on fait les malins, quoi. Mais alors justement, non, on fait ce qu'on peut et on s'amuse. Maintenant, on va bientôt devenir conscient des conséquences de notre amusement. La prophétie des abeilles, elle est conçue par un Templier. Oui. Et alors, je ne vous attendais pas sur les Templiers, parce qu'on les retrouve dans plein de romans ésotériques. Il y a le Da Vinci Code, mais il y a aussi chez Dumas, dans les films hollywoodiens, notamment Indiana Jones, bien sûr. Vous avez choisi judicieusement à la fin, dans la dernière croisade. Mais en fait, c'était des moines soldats, mais c'était surtout des banquiers. Comment ils sont arrivés à devenir des héros de fiction légendaires comme ça ? Alors, tout d'abord, au moment où j'avais envie de parler des Templiers, pour moi, c'était une intuition. Il s'est passé un truc sympa à ce moment-là. Et au fur et à mesure que j'ai fait ma doc, j'ai discuté avec des historiens, je me suis aperçu que c'était extraordinaire. Tout d'abord, c'était pas des banquiers, c'était un groupe de moines soldats. C'est des gens qui se sont constitués en ordre pour protéger les voyageurs, les pèlerins qui allaient en Terre Sainte. Mais ils ont organisé entre eux avec une discipline nouvelle, avec une volonté aussi d'apprendre, une connaissance même des arts martiaux, parce qu'ils se battaient d'une manière originale. Ils étaient des bons stratèges. Et progressivement, ils sont avérés aussi des bons architectes, parce qu'ils construisaient des forteresses qui étaient plus solides que celles des autres chevaliers. Et puis surtout, ils se sont retrouvés connectés au temple de Salomon. Et le temple de Salomon, qui a été construit à peu près en 1000 avant Jésus-Christ, est une merveille d'équilibre, de géométrie et une source extraordinaire d'ésotérisme, puisqu'il était censé y avoir dans le temple de Salomon l'Arche d'Alliance. Et l'Arche d'Alliance, c'est une boîte qui contenait les 10 commandements. Les tables de la loi. Les tables de la loi, qui est l'unique œuvre gravée directement par le doigt de Dieu. C'est quand même l'œuvre littéraire la plus intéressante. Oui, mais ils avaient quand même quelque chose d'administratif. C'est aussi quand ils faisaient les réseaux vers les croisades, donc les banques, etc. Alors après, ils ont inventé le chèque, parce que là, je vois venir sur le... Pas forcément tous des bons types, pas forcément tous des chics types, quoi. C'était Saint-Jean d'Acre, qui est dans votre roman, mais qui est magnifié par le roman. Je crois qu'ils avaient un code d'honneur qui correspondrait assez au code des Jedi. C'est-à-dire c'était un ordre de moines chevaliers avec toute une rigueur, un entraînement, une manière de vivre qui était extraordinaire. Mais pour ce qui est de la finance, c'est eux qui avaient en effet inventé le chèque, puisqu'il suffisait qu'un pèlerin dépose son argent en France, à Paris. Il avait une lettre signée des Templiers, et comme ça, s'il se faisait détrousser sur le chemin, il perdait pas d'argent. Et s'il arrive avec cette lettre, une fois qu'il était à Jérusalem, il montrait cette lettre et on lui restituait la même somme. On pourrait dire la lettre de crédit ou la lettre de change. Et de là, ils ont inventé
une finance moderne qui a permis d'inventer la banque moderne qui va arriver quelques années plus tard, avec notamment les Médicis ou des choses comme ça, et l'arrivée donc des banquiers. Mais il faut voir aussi qu'ils avaient une manière de gérer leurs terres qui était extraordinaire, puisqu'ils donnaient beaucoup plus de droits aux paysans, beaucoup plus d'argent, et tout le monde rêvait de travailler pour les Templiers. Si on devait donner un ordre de comparaison, les Templiers, c'était les super-héros du Moyen-Âge. C'est-à-dire tous les jeunes rêvaient de devenir Templiers. Pour eux, les Templiers, c'était Superman, c'était les surdoués du combat. Et en plus, tous les jeunes adolescents avaient la liste des grandes batailles gagnées par les Templiers, la manière dont s'étaient passés les combats. Comment vous avez fait le lien avec les abeilles? Comment vous avez Par le temple de rejoint Salomon. les deux? Dans la culture hébraïque, il y a cette fascination pour le miel. D'ailleurs, Israël, telle qu'elle est décrite pour Moïse, c'est le pays du lait et du miel. Et quand on voit, après le lien qu'on voit en permanence avec l'abeille, notamment le roi Salomon qui a dit « Suis l'exemple de l'abeille et tu découvriras la sagesse », on voit qu'il y a une sorte de lien avec la ruche et la culture hébraïque. D'ailleurs, la première ruche apprivoisée était en Israël, à Rehovot. Elle a été trouvée, je crois, il y a 15 jours. Donc c'est après que j'ai écrit le livre. Et c'est la première ruche décrite avec la manière de la gérer. Parce que jusque-là, l'homme récupérait des ruchers sauvages. Et donc la naissance de l'apiculture est née en Israël. Et donc il y a un rapport étrange entre le judaïsme et les abeilles qui, pour moi, se syncrétise par le temple de Salomon. Et le temple de Salomon va donner les Templiers, dont le nom à l'origine était chevalier du Christ et du temple de Salomon, ce qui a fini par donner chevalier du temple de Salomon, puis Templier. C'est aussi un livre sur les voyages dans le temps, Oui. par les souvenirs et littéralement. On va parler des moyens utilisés pour voyager dans le temps, mais dans le concept, le motif du voyage dans le temps, qu'est-ce qui vous intéresse? Ce sont les paradoxes que ça implique? C'est les nœuds au cerveau, vous aimez beaucoup ça, les nœuds au cerveau. Les quoi, Les nœuds au cerveau. Les nœuds au cerveau. J'aime bien. Je crois que notre esprit... Si je voyage dans le temps, mais c'est que je me tue, ça veut dire que j'existe pas. Oui, en fait... les paradoxes, les voyages temporels, c'est vrai que c'est il y a toute une littérature dessus. Mais je crois que nos esprits aiment voyager. Et quand on leur offre la possibilité de voyager non pas dans l'espace, mais dans le temps, notre esprit y va. Donc j'ai découvert cette technique de l'hypnose régressive qui consiste juste à fermer les yeux et visualiser un couloir avec des portes de ses vies antérieures, ouvrir une porte et découvrir une de ses vies antérieures. Et je me suis dit, bon, on ne pourra jamais vérifier que ça marche, mais par contre, c'est une super matière première romanesque. Et là-dessus arrive ce jeu de mots sur la technique qui permet de circuler dans le temps, c'est d'utiliser le temps comme une membrane, tel que l'a décrit d'ailleurs Einstein, et d'imaginer qu'on peut le plier. Et donc on tombait sur le jeu de mots du temps plié. Et je me suis dit, voilà, mon livre parle des Templiers, et la technique voyage dans le temps, c'est la pliure du temps. Alors, vous avez évoqué cette hypnose qui permet de voyager dans le temps, cette sorte de méditation. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce qu'on voyage vraiment dans le temps? Est-ce que c'est une sorte de pensée positive qui permet de s'éclairer soi-même? Comment ça marche? J'en sais strictement rien. Vous savez, c'est comme les gens qui se jettent à l'eau et puis ils s'aperçoivent qu'on ne coule pas et qu'on nage. Donc je ne peux pas expliquer la nage, je ne peux pas expliquer non plus clairement pourquoi les avions restent dans le ciel alors que c'est un gros tas de tôle qui est plus lourd que les nuages. Eh ben, ce que je sais, c'est que quand je ferme les yeux, que je fais le petit rituel que font mes personnages, je me retrouve à visualiser un couloir et quand j'ouvre une porte, eh ben, par moment, je débarque dans un monde où j'ai l'impression, ou c'est peut-être un rêve dirigé, d'être dans un monde de mes vies antérieures. Et le seul élément troublant, c'est le fait qu'il y a énormément de détails. Quelquefois, donc j'en ai fait un spectacle, donc là je propose aux gens de vivre ça, mais quelquefois les gens arrivent à retrouver un nom et on va vérifier si cette personne existait. Pour le cas de Valérie Perrin, qui est mon cas le plus réussi, elle disait « je m'appelais Louise de Vérins » et on a fait ça en spectacle et on s'est aperçu que Louise de Vérins existait réellement et elle était exactement telle qu'elle l'avait décrit et Valérie m'a juré qu'elle n'a jamais entendu parler de cette personne. Ça c'est assez rare, mais quand ça arrive, on est obligé de se dire comment la personne a-t-elle pu
se connecter à une personne comme ça. Même si ça peut être, je veux pas être le rabat-joie de service, ça peut être un souvenir effacé, un inconscient, on l'a croisé par hasard sans s'en rendre compte. C'est pour ça que je ne suis pas mystique, je n'ai aucune certitude. À la limite, c'est quand on mourra qu'on saura qui avait raison, est-ce qu'il y a la réincarnation, s'il n'y a pas la réincarnation. Vous êtes allé où, vous ? C'était quoi votre plus ancienne vie antérieure ? La première fois... Je crois que c'est pas mal, je la connais. La première fois où j'ai fait cette expérience, c'était un monsieur qui s'appelait Philippe Leroux, qui était le batteur de Lavilliers, pour l'anecdote, et qui m'a dit étends-toi. Il m'a fait visualiser un pont qui menait à mes vies antérieures, et je me suis retrouvé sur une plage en train de faire des ricochets. Alors, je dois préciser pour ceux qui n'ont jamais fait de voyage dans les vies antérieures, c'est que quand on débarque dans ces vies antérieures, il n'y a pas écrit Constantinople 1513. Vous ne savez pas où vous êtes, vous ne savez pas même votre nom. Et dans le roman, c'est marqué sur son iPhone quand elle arrive et regarde. Oui, et sur les journaux. Voilà. Pour le roman, je suis obligé d'aider un tout petit peu le lecteur, mais vous pouvez vous retrouver en train de vous baigner dans l'eau. Vous savez pas en quel pays vous êtes. D'ailleurs, quelquefois quand je le fais, les gens me disent j'étais dans la savane, mais ils peuvent pas vous dire même sur quel continent, ou dans la jungle, mais ils sont capables de dire. Donc moi, la première fois que je l'ai fait, je me suis retrouvé en train d'être un homme avec une petite jupe, en train de faire des ricochets avec des galets sur la plage. Et après, la première chose qui m'a énormément surpris, c'est le niveau de décontraction de cette personne. Donc j'étais incapable de dire où et quand c'était, mais ce que je voyais, c'est que le type était hyper cool, mais beaucoup plus cool que moi. Et je m'apercevais à quel point moi, je suis tout le temps inquiet et angoissé par rapport à lui qui est tout le temps détendu. Et la deuxième information bizarre qui m'est apparue, c'est l'âge de ce type qui était de 821 ans. Donc j'étais un type avec une petite jupette bleue, en train de faire des ricochets dans l'océan, tout en étant cool et en ayant 821 ans. Après, j'ai fait un saut dans cette vie. Je me suis retrouvé en train de soigner quelqu'un avec les mains. C'est-à-dire, j'envoyais une sorte de chaleur avec les mains. Et au moment où je le soignais, je lui disais votre problème, en fait, c'est pas un problème d'énergie, puisque donc je soignais avec de l'énergie, c'est un problème de constipation. Vous buvez pas assez d'eau. Et j'ai dit, il faut boire donc une quantité. C'était pas le litre à l'unité comme dans le roman. Voilà. Et lui disait, ça me donne une idée, je vais créer un système d'évacuation des déchets plus fluide. Et donc, il a inventé le tout à l'égout d'une ville, donc je ne sais toujours pas le truc, à ce moment-là, le nom. Et puis après, il y avait une histoire où je rencontrais une jeune fille qui était beaucoup plus jeune puisqu'elle avait 200 ans, alors que moi, j'avais 841 ans. Les petites jeunettes de 200 ans, c'est... Dans le harem ? Non, ça c'est après. Donc et finalement, je vais clore sur cette première vie qui a duré 1 heure. La séance a duré 1 heure. C'est lui qui m'a dit il faut rentrer maintenant. Ça fait 1 heure que tu y es, faut revenir. Et j'ai fini par déduire que c'était quelque chose que l'on appelle maintenant l'Atlantide, mais c'était une île en fait qui était en face du Mexique. Et nous on appelait ça Amempta. C'était le nom. Et quant à la ville, elle s'appelait Galles. Je n'ai jamais retrouvé mon nom exact de l'époque, mais ça se situe 12 000 ans avant Jésus-Christ en Atlantide. Donc c'est la première vie que j'ai vécue. Et c'était mieux qu'un trip de drogue. C'est-à-dire j'étais complètement parti dans un univers parallèle et c'était génial. Suite à quoi j'ai voulu le refaire. Et j'ai découvert d'autres de mes vies. Et donc, une vie de femme de harem. Et là, je situe, à force d'y revenir, je situe plutôt 300 ans avant Jésus-Christ. Mes parents m'avaient vendu alors que j'étais toute jeunette. Et ils étaient contents de me vendre. Et moi, j'étais content d'être vendu. Parce qu'être femme de harem, ça voulait dire que j'allais manger tous les jours et que j'allais dans un endroit avec des riches. Et donc, je ne voyais pas de gêne. C'est maintenant, avec nos valeurs MeToo, on se dirait, voilà, c'était horrible. Mais à l'époque, on ne peut pas juger... on peut pas juger le passé avec les valeurs du présent, sinon toutes les époques sont affreuses. Hein. C'est pas la peine. C'est-à-dire qu'il y avait une violence, il y avait un racisme, il y avait une misogynie terrible pratiquement dans toutes les civilisations. On sort de la barbarie depuis peu de temps. Et puis après ma vie de femme de harem, j'ai eu des vies de samouraï. En tout de vies intéressantes, j'en ai 11 et j'en ai visité 5. Mais il y a plein de vies inintéressantes. Parce que des fois, vous arrivez, vous êtes juste un ouvrier, vous passez toute votre vie à l'usine, puis vous mourrez de la tuberculose, et puis c'est une vie. Puis notre vie, vous êtes paysan, vous poussez la charrue, puis finalement vous mourrez à 45 ans, et c'est une autre vie. Il y a plein de vies, et nous avons, si la théorie de la réincarnation existe, nous avons eu plein de vies complètement inintéressantes. D'ailleurs, peut-être que certains parmi nous ont des vies inintéressantes, mais après, il y a des vies
intéressante. Et moi, je m'amuse de temps en temps, donc surtout quand j'ai des insomnies, à aller dans ce couloir et visiter des vies. C'est devenu un hobby, quoi. Détail. Ouais, ça coûte rien, ça abîme pas la santé parce que je prends pas de produits. C'est juste utiliser mon imagination pour m'amuser. Et ce que je propose à tout le monde, c'est utiliser votre imagination pour vous amuser. Et s'il le faut, c'est peut-être vrai en plus. C'est-à-dire on visite peut-être réellement ces vies antérieures. Détail et mode d'emploi dans La prophétie des abeilles, puisqu'on apprend toujours plein de choses aussi en lisant vos romans. C'est chez Albin Michel. Chez Albin Michel aussi, où vous avez, il y a quelques années, publié Les fourmis, 30 ans. votre premier roman, cultissime, je ne sais plus combien de millions d'exemplaires. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça a commencé? Ça a commencé par un petit garçon qui s'ennuyait et qui restait dans le jardin de ses grands-parents à observer les seuls animaux qui s'enfuyaient pas quand il arrivait. C'est-à-dire, moi, je voulais bien observer toute la nature, mais dès que j'arrive devant une grenouille, elle s'en va, un lézard, il s'en va, une coccinelle, elle décolle. Au bout d'un moment, les animaux ne jouent pas le jeu. Les seuls qui jouaient le jeu, c'était les fourmis. Donc, au bout d'un moment, je restais devant les fourmilières, puis je prenais des fourmis qui montaient sur mon doigt, j'ai laissé me visiter. Et je trouvais ça intéressant. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle pense, la fourmi, quand elle monte sur moi? Alors, après, je les ai mis dans des bocaux, ce qui n'a pas dû les rendre très heureuses. Et je me posais la question, je me disais, tiens, que se passerait-il si quelqu'un prenait toute notre ville, à l'époque j'étais à Toulouse, dans une pelle et mettait tout Toulouse dans un bocal, et on avait une tête d'enfant qui regardait de temps en temps, qui me secouait comme je secouais le bocal. C'est peut-être le cas d'ailleurs, et on ne le sait pas. De quoi? Peut-être qu'il y a une sorte de force immense nous regarde, qu'on ne peut pas voir, mais qui nous a mis dans un bocal. Et en fait, en tout cas, on est dans les mains d'un gamin qui joue, quoi. J'aime bien cette idée, c'est vrai. C'est une manière de relativiser les choses, parce qu'on imagine tous les extraterrestres comme des êtres intelligents, mais on pourrait très bien être dans la main d'un gamin, comme toutes ces fourmis se retrouvaient dans mes mains. Et souvent, j'arrivais pas à les gérer, parce que je sais pas si vous avez déjà essayé de faire de l'élevage de fourmis. En fait, elles sont très fragiles. Et il faut leur surveiller l'humidité, il faut surveiller la nourriture, il faut surveiller plein de choses. Et donc, au final, je les remettais en liberté. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'il y avait une reine et que si t'as pas la reine, t'as rien. C'est comme si tu sortais un groupe d'individus qui ne peut plus être connecté à sa source. Et j'ai commencé à écrire une histoire sur les puces qui était à l'âge de 8 ans, qui était la première rédaction où j'ai eu une bonne note. Et le prof a beaucoup rigolé parce que la première phrase c'était « Je suis une puce née d'une mère pucelle et d'un père puceau ». Et à partir de là, il y a eu une sorte de moment où je m'apercevais que quand je raconte des histoires avec des insectes et des animaux, ça a l'air d'amuser tout le monde. Après, j'ai créé un journal dans lequel c'était un scénario sur les fourmis. Et puis, j'ai voulu en faire un roman. Et je l'ai réécrit tous les jours pendant 12 ans. On va aller rapidement. Et puis, tous les éditeurs me disaient que c'était nul. Jusqu'à un moment, il y a un éditeur qui m'a dit non, ça nous intéresse. Et c'était Albin Michel. Je suis resté depuis. Mais vous aviez 1500 pages. Oui, c'était un manuscrit énorme parce qu'à l'époque, j'étais fasciné par Dune et je voulais faire mon Dune à moi chez les fourmis. Et puis, mon éditeur m'a dit 1500, il n'y a pas de marché en France pour les grandes sagas comme ça. Donc, il faut vous ramener à 350. Donc, la version qui a été publiée, c'est la version ultra résumée du manuscrit que j'avais amené. Et les deux autres tomes, c'était la version originale ou c'est complètement autre chose? Complètement autre chose. Après, j'allais pas reprendre ça, mais dans la version de base, j'étais aussi fasciné par Saint-Lambeau de Flaubert. Donc, il y avait beaucoup de grandes batailles. C'est-à-dire que chez les fourmis, il y a beaucoup de batailles entre fourmis, des batailles contre les termites et des batailles contre toutes les autres formes de cité sociale insectes. Et donc, j'avais fait plein de grandes batailles chorégraphiées parce que j'aimais aussi la guerre des étoiles, parce que j'aimais le grand souffle du combat et de l'aventure, et je trouvais qu'au point de vue romanesque, c'était quand même très joli à décrire ça. Et puis, du coup, de toutes les batailles, on est passé de 8 batailles à 1. Donc, il n'y a que la bataille des coquelicots qui est restée dans la version... C'est le rétrécissement de 1500 à 350 a fait qu'on a viré beaucoup de batailles. Vu de loin, moi je pensais que ça avait été un succès immédiat mondial avec un drapeau de fourmis qui se serait élevé comme ça dans la planète littéraire. Et en fait, un jour, je vous ai posé la question, je me dit mais pas du tout. En fait, ça a été tout doucement, puis tout à coup, en se retournant, vous êtes rendu compte qu'il y avait eu 1 million d'exemplaires vendus, quoi. Ouais, non, 1 million, il a mis du temps à venir. Il y a eu une seule émission télé, c'était Caractère de Bernard Rapp. C'est le seul média c'est le seul journaliste qui avait découvert ce bouquin.
Après, c'est le poche. Il a pu s'installer un bouche à oreille au poche, et notamment chez les professeurs des écoles. Je dois beaucoup aux professeurs qui se sont dit, tiens, ça a l'air un truc qui pourrait intéresser les jeunes, et notamment les gens qui aiment pas lire des bouquins. Donc ils le prescrivaient, ils ont vu que ça marchait, et c'est là que c'est devenu une sorte d'outil de pédagogie. Et quand le deuxième volume, Le Jour des Fourmis, est sorti, là on a vu vraiment qu'il s'était passé une sorte de mouvement dans la littérature. Mais ce mouvement n'a jamais été vraiment visible, parce que pour beaucoup de journalistes parisiens, j'étais un auteur américain, parce qu'ils se disaient, tiens, pour faire du fantastique avec des animaux, c'est forcément encore un truc américain, parce que nous, en France, on ne sait pas faire. Ce qui est faux, parce qu'on a quand même une tradition entre Pierre Boulle, Barjavel, ou Jules Verne. Ravage. Voilà. Et on a une tradition réelle de grandes sagas et de fantastique, c'est juste qu'on l'a oublié. Et peut-être que le succès des fourmis est dû au fait que je me reconnectais à un désir des gens de lire autre chose que du social et de l'autobiographie, mais ils avaient envie de livres d'évasion, d'imaginaire, avec des décors nouveaux, quelque chose qui soit un peu plus cinématographique directement. C'est vrai qu'on y va encore en se pinçant un peu le nez. Alors, Pierre Boulle, par exemple, que vous venez de citer, en vrai, personne ne le connaît aujourd'hui. Si on dit que c'est l'auteur de La planète des singes, ah d'accord, mais Pierre Boulle, plus personne ne le connaît, alors que les Américains ont repris, ont fait des films, etc. C'est un auteur français Oui, qui n'est pas au Panthéon. Quand il est mort, j'ai voulu faire sa nécrologie. J'avais proposé aux gens du magazine où je travaillais à l'époque. Et ils m'ont dit, c'est qui Pierre Boulle, au service littéraire? Et j'aurais dit, le pont de la rivière Kwai et la planète des singes, c'est-à-dire 2 monuments du cinéma mondial. Et les gens du service littéraire n'avaient jamais entendu parler de Pierre Boulle. Donc il y a un moment, il y a quand même beaucoup d'œillères en France, il y a quand même des choses à bouger. Barjavel, déjà, on connaît un peu mieux à cause de la nuit des temps. Et Jules Verne, c'est le seul. Mais est-ce qu'il faut attendre 150 ans pour pouvoir exister? C'est un peu dommage, en tout cas, que cette littérature... Jules Verne est mort malheureux parce qu'il avait l'impression que personne ne comprenait son travail, et dans le métier, on considérait que c'était un auteur pour enfants. Et lui, il rêvait de rentrer à l'Académie française et était très frustré. Il faut voir une chose, c'est qu'en France, dans le domaine du fantastique et de la science-fiction, tout est à faire. C'est comme si on avait bloqué quelque chose, et les jeunes, par le fait qu'ils vont au cinéma voir des films américains de type Guerre des Étoiles ou Seigneur des Anneaux, manifestent leur envie qu'on leur parle avec de l'aventure et un souffle de l'imaginaire. Mais le monde de l'édition reste bloqué sur des habitudes. Quelque part, c'est parfait pour moi, parce que du coup, je suis visible. Dans le désert, on voit bien l'arbre. Et vu qu'on n'est pas très nombreux à faire de la science-fiction, à pouvoir toucher un public un peu plus large que celui du ghetto, de la science-fiction et du fantastique, quelque part, je suis bien visible, et j'essaie d'ouvrir la porte pour qu'il y ait d'autres auteurs de science-fiction et d'autres auteurs de fantastique qui se mettent eux aussi à être vus et à exister. Mais c'est un travail difficile, puisque donc il faut lutter contre ces œillères. Mais admettons, sur le pommeau de l'épée d'académicien, vous metteriez une fourmi? Et une abeille et un dauphin. Vous y avez déjà pensé? Non, mais je ne souhaite surtout pas rentrer à l'Académie française. Je crois qu'il y a un moment, il faut être clair dans ce qu'on veut. Moi, ce que je veux, c'est l'espace et le temps. Alors l'espace, c'est-à-dire que ce que j'écris soit compréhensible dans toutes les langues. Donc c'est pour ça que j'écris pas, mes aventures, elles se passent pas juste que dans le centre de Paris. Ce que je veux, c'est le temps, c'est-à-dire que dans 500 ans, si on lit mes bouquins, ça ait encore du sens. Et donc, comme prix pour avoir l'espace et le temps, je renonçais à toutes les médailles en chocolat et tous les prix et tout ça. Et en sortant en octobre, je suis bien certain de ne pas avoir de prix littéraire, vu que les prix littéraires, c'est forcément en septembre. Et oui. Mais je crois que dans la vie, de manière globale, y compris pour toi, Nicolas, on a ce qu'on veut. Il suffit par contre d'être clair dans ce qu'on veut, et puis d'être conscient que si on a quelque chose, on ne peut pas avoir le contraire. Et moi, je suis conscient que dès le moment où j'ai visé le grand public, je ne peux pas non plus avoir tout le système qui est attentif, juste au style. Moi, c'est plutôt les grandes sagas, l'histoire, et quelque chose qui, à mon avis, est différent de ce qui existe. J'essaie avant tout, ma préoccupation, c'est d'être original. Mais moi, je veux bien le Pulitzer, sans problème, je le prends. Mais tu l'auras. Il suffit juste de dire clairement, je veux ça. Cela dit, le Pulitzer, je ne sais pas si ça se vend autant que le Goncourt. Ah, c'est pas mal quand même, mais c'est plus mondial. C'est joli pour le point de vue... c'est chic, quoi.
Mais même le prix Nobel. Prix Nobel, c'est 1 million d'euros déjà. Ça peut aider. Mais le Goncourt, là, le dernier Goncourt, le Tellier, que je sais que tu aimes beaucoup, il a vendu 1 200 000 exemplaires, ce qui veut dire que c'est mieux que... Mais c'est un record de Goncourt. Ouais, mais ça veut dire que c'est potentiel. En moyenne, c'est ça que je te souhaite, Nicolas. Parce que Nicolas, je sais que tu es écrivain aussi, et je te souhaite vraiment de connaître la gloire et peut-être le Pulitzer, puisque c'est ça que tu veux. Et tu peux pas faire un peu de magie aussi, un truc un peu ésotérique pour que ça marche vraiment, tu vois? Me lancer un sort ou un truc? On en parle. Ah non, lancer un sort, surtout pas. Mais on en parle après l'émission et on verra ce qu'on peut faire pour ton cas précis. Ça marche. En tout cas, moi, j'ai bien travaillé, donc je vais prendre le joker appel à un ami maintenant, c'est-à-dire les auditeurs qui sont venus à Europe 1, qui sont dans le studio avec nous et qui ont envoyé leurs questions à Hugo Delamarre, qui a tout bien noté et tout. Et les questions sont très précises. Et je commence avec Claude, qui a une question. Claude, allez-y. Vous pouvez poser votre question à Bernard Werber. Bonjour. Vos livres sont toujours très fouillés, très précis. J'aimerais savoir comment vous organisez vos recherches. Alors d'abord, j'ai un passé de journaliste scientifique qui fait que j'ai accumulé plein de docs et je privilégie spécifiquement les sources orales plutôt que les sources écrites. Parce que je me dis, si c'est dans un livre, tout le monde peut trouver les mêmes infos dans le livre, a fortiori si c'est sur Internet. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je vais jeter un petit coup d'œil en toute honnêteté à Wikipédia pour voir un peu l'esprit. Après, je regarde un tout petit peu qu'est-ce qu'il y a dans les bouquins. Et là, je donne rendez-vous à un ami qui est spécialiste du domaine et on déjeune ensemble et on discute. Et à partir de là, je prends des notes et je lui demande qu'est-ce que tu as comme information que les gens ne connaissent pas ou que je ne trouverai nulle part ailleurs. Et ça, c'est une sorte de source. Mais ce travail de documentation, je le fais en même temps que j'écris. C'est-à-dire, quand je vais arriver à la scène où je vais être sur, par exemple, la description de l'histoire des abeilles, je vais aller rencontrer quelqu'un qui connaît précisément ce domaine-là. Il y a pas un temps de documentation énorme, puis stop, et puis après un temps d'écriture. J'écris une nouvelle qui est un peu l'histoire en 10 pages de tout le roman. À partir de là, je la développe sur 100 pages. À partir de là, je commence à m'apercevoir de ce qui va m'être nécessaire comme information. Et là, je commence à faire mes déjeuners rendez-vous. Et au bout d'un moment, tout se mêle et ça donne une sorte de grande version A, dans laquelle il y a le mélange et de la doc et de l'histoire. Et cette version, en général, est très bancale. Donc, une fois qu'elle est finie, je l'oublie et je passe à la version B, je redémarre à zéro sur le souvenir de tout ce que j'ai mis dans la version A. Et donc là, par exemple, la prophétie des abeilles, c'est la version L. Donc j'ai écrit 12 fois le roman. Et vers la fin, je ne fais plus de doc. Je fais juste que essayer d'être le plus surprenant possible dans la scène finale. Mon obsession, c'est surprendre. De faire que le lecteur ne s'ennuie pas et qu'il n'ait pas prévu la scène suivante. Si le lecteur a prévu la scène suivante, c'est que c'est moi qui mal fait mon boulot. Il y avait une deuxième question de Claude à laquelle vous venez de répondre. C'était, il paraît que vous avez recommencé tout à zéro à la fin de votre texte, mais ça c'est le cas pour tous vos romans. Alors sur celui-là, ça a été le plus douloureux parce que j'avais livré la version K qui était finie, j'étais épuisé, j'avais marre je voyais plus rien. Et mon éditrice, quand elle m'a renvoyé ses propositions de coupe, donc ce qu'elle trouve qu'on pourrait virer, qui ne ferait qu'alléger le texte, je me suis dit, en fait, c'est tout le truc qui fonctionne pas parce que j'ai pas une fin suffisamment surprenante. Donc là, on devait être en mai. Le livre il y avait déjà la couverture, le titre, et il y avait déjà l'emplacement le jour de sortie réservé. Et là, j'ai tout recommencé à zéro, mais en inventant une fin vraiment surprenante. Et tout était reconstitué pour amener à cette fin. Mais là, j'ai fait un peu de copier-coller pour récupérer les scènes de dialogue et les scènes de bataille qui étaient jolies et que j'allais pas tout réécrire. Et c'est comme ça que cette version a été faite. Mais il y a ce travail de réécrire 12 fois le même roman est vraiment ma technique pour comprendre comment le faire proprement. Merci beaucoup Claude. On a une question d'Evelyne aussi. Evelyne, posez votre question. Bonjour. Bonjour Evelyne. Je voudrais savoir, avant de vous lancer dans l'écriture, avec un E majuscule, avez-vous pensé à l'entomologie ? Alors, j'avais lu des livres d'entomologie, de Fabre notamment, mais en fait, en tant que journaliste scientifique, je m'étais tapé beaucoup de littérature là-dessus. Mais je suis pas...
je suis pas un scientifique. Pour moi, la base de mon travail consiste à me mettre, par exemple, pour comprendre les fourmis ou les abeilles, c'est de me mettre une demi-heure à les regarder telles qu'elles sont. Par exemple, j'avais organisé pour les fourmis, j'avais mis dans mon tout petit studio une immense colonie de fourmis qui devait comprendre peut-être 3000 individus, et je les regardais vivre. Mieux qu'aller voir des scientifiques, il y a quand même l'observation directe. Je crois que l'observation directe de la nature est à la base de toute création. Et je me méfie de la science. Et ce qu'il y a de bien avec la crise du Covid, c'est qu'on a découvert que les scientifiques n'étaient pas d'accord entre eux et que donc il y avait plusieurs sciences. De même qu'on va découvrir, quand on s'intéresse à l'histoire, que les historiens ne sont pas d'accord entre eux. Et donc il y a un moment, il faut juste laisser parler son intuition. Et moi, mon intuition, elle vibre d'autant plus que j'observe directement ce dont je parle. Quand je parlais des abeilles, j'observe les abeilles. Quand je regardais les fourmis, j'observe les fourmis. Je me méfie de tout ce qui est connaissance savante, vue de spécialistes ou d'experts. Et même pour ma santé, je commence par privilégier mes ressentis, mes intuitions, et pas forcément l'avis du spécialiste ou tout ça. Parce qu'il y a un moment, d'ailleurs, il y a la série Dr House qui a montré ça, il y a un moment, c'est juste du feeling, on le sent ou on le sent pas. Et ben, pour parler des fourmis, c'est pareil. On sent le truc, on sent que quand un dialogue, elle cède à faire des choses. Par exemple, j'ai observé une chose en regardant la cité, c'est qu'on croit tous que les fourmis sont travailleuses. Ben, je peux vous garantir qu'elles sont pas travailleuses. Il y en a à peu près, c'est un ordre d'idée, un tiers qui foutent rien, qui font que se promener et ils aident à rien, mais alors que dalle. Hein. Il y en a un tiers qui font des trucs, mais qui sont maladroites, style elle déplace une branche qui va bloquer un passage. Ce tiers qui fait que des conneries parce qu'elles sont pas spécialement douées ou elles font les choses vite et mal, ben, dépensent quand même d'une énergie pour faire les choses mal. Et il y a le dernier tiers qui répare les conneries du deuxième tiers et qui compense la fainéantise du premier tiers. Et le système marche. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ben, la fourmi n'est pas travailleuse, mais elles font une cité qui, au final, a de la gueule, dans laquelle tout le monde mange, tout le monde a l'air heureux, et si on les embête, elles savent se défendre. Et peut-être que un tiers, ça correspond aussi à nos sociétés humaines. Je crois que un tiers qui fout rien, un tiers qui fait des trucs inutiles qui gênent tout le monde, et un tiers qui bosse, qui récupère le travail des deux tiers, c'est à peu près ma vision de ce que je vois en écoutant les informations et en regardant la vie de mes congénères. Mais je pense qu'en étudiant mieux, on doit tomber sur un chiffre plus précis. J'ai une question, mais pour la bonne circulation du micro, la prochaine question, ce sera Gérard, s'il peut lever la main. Juste, vous avez fait des études ça rejoint la question d'Evelyne, vous avez fait des études de criminologie. Oui. Est-ce que, à un moment, quand même, vous avez pensé être soit professeur de criminologie, soit flic? Alors, c'est ça votre question? Non, ça c'est la mienne. Ah bon. Et en attendant que Gérard prenne le micro, on va y venir. Je le sentais s'élancer. Alors, flic, non, parce que tout simplement, je suis pas assez courageux et je crois que les policiers doivent voir des choses terribles. Et moi, à les casser, pas à les casser, mais aller devoir me battre avec des gens ou aller devoir même débarquer dans des drames. Parce que quand vous arrivez sur une scène de crime, ça veut dire que c'est passé des trucs terribles autour. Donc je pense que je suis pas assez couillu pour faire ça. Par contre, le mécanisme qui amène certains individus au passage à l'acte me semble troublant. Et dès le début, quand j'ai fait les études de criminaux, c'était pour écrire des polars. Et je savais que même en faisant la criminaux, il faut passer d'autres choses après. Et ça aide aussi pour être médecin légiste. Mais ça m'a permis de découvrir, par exemple, une autopsie, de découvrir la balistique. En fait, on nous apprenait à devenir des sortes d'agents de James Bond, d'agents secrets. Et c'était amusant. On nous apprenait comment on crochette une serrure, comment on fabrique un explosif, comment tuer quelqu'un sans qu'il y ait de traces, comment on fabrique des poisons, comment fonctionne la drogue. C'est vrai que apprendre ça à l'école... C'est des études de criminels, quoi. Plus que de criminologie, quoi. Je crois qu'on s'était aperçu qu'il y avait l'étude de l'université de criminologie de Turin. En fait, les professeurs étaient des terroristes en même temps. Mais ça m'étonne pas. Il y a un moment, on est dans les armes, l'escroquerie. Comment faire des escroqueries aussi, des choses comme ça. C'est déjà un roman, en soi. Gérard, c'est à vous. Oui,
On a parlé des fourmis, des abeilles. Je voulais savoir, sans divulgacher ou spoiler, est-ce que vous avez déjà envisagé d'écrire sur d'autres animaux organisés en société intelligente ou d'explorer d'autres voies de cette nature? J'ai parlé des rats parce que les rats, je les ai bien étudiés, mais c'est les méchants dans les chats. Donc j'ai parlé des chats parce que j'avais des chats. J'ai parlé des dauphins parce que je suis allé rencontrer des bancs de dauphins sauvages aux Açores. Tout ça, j'en ai parlé dans le 6e sommeil. Mais là, je crois que sur les animaux, je vais calmer un peu le jeu parce qu'il ne faudrait pas non plus que je sois juste étiqueté écrivain animalier. Mais c'est un peu comme La Fontaine, c'est-à-dire j'utilise les animaux pour faire passer des réflexions sur l'humanité. Moi, l'animal qui me semble le plus intéressant, c'est l'homme. Et ma prochaine vie, si on me propose d'être un animal, je choisis l'homme parce que nous avons déjà une connaissance du passé et du futur. Je trouve que c'est ce qui manque le plus aux animaux. Un chien ne sait pas comment étaient ses ancêtres et il ne se pose pas de questions sur le futur. Ou un chat, ou un ver, ou une fourmi. Tous ces êtres vivent dans le présent avec une obsession énorme pour la bouffe. Surtout mon chat. Et vos chats aussi, je vois. Donc il y a un moment, le fait d'être obsédé par la bouffe empêche de réfléchir. Le grand avantage, si nous avons cette discussion, si nous parlons de choses abstraites actuellement, c'est qu'aucune des personnes qui sont dans cette salle se dit « Putain, quand c'est que je vais manger ?» ou j'ai très faim et j'ai envie d'aller manger et j'attends que le type il arrête de dire des conneries pour aller foncer. J'ai vu des petits gâteaux qui étaient servis à l'entrée. Donc on n'est pas obsédé par la bouffe. La plupart de nos ancêtres, je pense la génération de mes parents ou de nos grands-parents, ils avaient très peur de ne pas manger tous les jours. Et ça les rassurait énormément quand il y avait, vous savez, les pots de confiture, les conserves, les stocks dans les caves. Et nous, maintenant, on est libérés de la peur de ne pas manger, ce qui a libéré une zone de notre esprit. Mais c'est étonnant que vous disiez ça, Bernard Werber, parce que vos romans, justement, précisément, analysent ce que peut être le comportement des animaux qu'on ne soupçonne pas, tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens de le savoir, et que peut-être les chats ne pensent pas qu'à manger, mais aussi à défendre la planète, à se foutre de notre gueule aussi. Que les fourmis se défendent consciemment, sont des soldats et des ouvriers. Alors, j'essaie de trouver la petite zone où, une fois qu'ils ont résolu leurs problèmes de bouffe et de sécurité, et de reproduction, c'est-à-dire les besoins primaires, ils pourraient avoir des projets. Mais par exemple, dans Les Fourmis, mon héroïne, 103-683, ce qui l'anime, c'est la curiosité par rapport au fait qu'il y a des doigts qui surgissent du ciel et qui les tuent. Mais on est dans le domaine de la sécurité. C'est vrai, elle a peur que ça détruise sa cité. Mais nous avons cet avantage, j'ai dit ça alors que je vous vois tous avec des masques, de sortir de la peur. Imaginez comment vivait l'homme préhistorique. L'homme préhistorique, la foudre, une bande de loups, un ours, un lion pouvaient le tuer d'un coup. Et ils ne pouvaient pas voir venir l'événement. Au Moyen-Âge, c'était la peste. Il y avait des guerres partout. Je vous laisse imaginer ce qu'était une vie quand une ville était assiégée. Et à l'époque, toutes les villes étaient assiégées au moins une fois. Vous imaginez même ce qu'a connu en 1870 la France quand les Prussiens ont entouré Paris et qu'on s'est retrouvé à manger des rats et à manger du cuir et manger des racines. C'était quand même beaucoup plus difficile pour nos ancêtres et ils n'avaient pas cette sérénité pour réfléchir. Mais tu me disais par rapport aux animaux, c'est ça. Mais donc moi j'ai essayé d'imaginer des animaux qui, comme nous, sortent de la peur et commencent à réfléchir sur les sujets abstraits. Mais un peu. Est-ce que Carole peut lever la main, qui est une belle question, justement qui va lier tout ça. Bonjour Carole. Bonjour. Bonjour. Oui, ma question me portait sur est-ce que vous avez en tête une énigme historique ou autre que vous aimeriez résoudre par le biais justement de cette régression dans une vie antérieure, la vôtre ou quelqu'un de votre entourage avec qui vous pourriez échanger? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous fascinerait de résoudre? Ou qui est le masque de fer, ou cette attitude survécue. Ce que j'ai mis dans la prophétie des abeilles sur le temple de Salomon, au moment où je l'ai mis, c'était une intuition, mais le fait qu'il y ait un temple sous le temple, donc sous le temple de Salomon en surface, qu'il y ait un temple en dessous, c'est quelque chose, au moment où je l'ai écrit, je l'avais mis comme un sujet romanesque. Or, j'ai discuté après avec des spécialistes du temple de Salomon qui m'ont dit,
il y avait réellement un temple sous le temple, en profondeur. Et dans ce temple se trouvait réellement, c'est-à-dire qu'en surface, il y avait les faux éléments, et en sous-sol, il y avait les vrais éléments. Notamment, je crois, il y avait le bâton de Aaron, enfin, des personnages qui avaient suivi Moïse durant l'Exode. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y a sous le temple de Salomon. Il faut savoir que les Templiers donc, avaient établi leur siège enfin, le central se trouvait sur le temple de Salomon et qu'ils n'ont pas arrêté de creuser. Donc ça veut dire qu'eux, ils cherchaient quelque chose sous le temple. S'ils cherchaient quelque chose sous le temple, ça veut dire qu'ils avaient des raisons de penser qu'il y avait quelque chose sous le temple. Je crois, je dis dans le bouquin, mais je crois qu'il y a 70 couches de témoignages de vie sous Jérusalem. C'est-à-dire qu'on voit 70 époques. Et de ce que j'en sais, il y a certains ésotérismes qui évoquent qu'il y ait 9 niveaux de profondeur sous le temple de Salomon qui aboutissent au temple caché. Alors moi, je ne l'ai pas mis aussi profondément dans mon roman, mais j'aimerais bien savoir s'il y a ce qu'il y a à Jérusalem sous le temple de Salomon. Et d'ailleurs, s'il y a autant de crispation sur ce lieu, c'est peut-être aussi qu'il y a un secret. Et s'il y a tout le temps des gens qui se battent sur l'esplanade, il y a des interdictions d'approcher, parce que maintenant il y a une mosquée à la place du temple de Salomon. Et il semble qu'il y a une sorte de nœud énergétique. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Voilà. C'est l'énigme historique. Et je pense que c'est possible. Il suffit qu'un jour, il y ait une autorisation d'y aller voir. Et ces recherches des Templiers sous le temple, c'est à la source de toutes les légendes autour du trésor des Templiers qu'ils auraient caché là, puis enlevé pour l'emmener qui à Rennes-le-Château, ou alors, on ne sait pas, enfin il y a plein de théories. Moi, je développe ma propre théorie sur ce qui est parti, en tout cas au moment de leur arrestation, le vendredi 13 octobre 1307. D'ailleurs, le vendredi 13, c'est à cause de ça, la disparition des Templiers. Moi, je pense, et je développe ça dans le livre, que c'est parti en Écosse, et que c'est pour ça que la franc-maçonnerie est apparue en Écosse, parce que on sait que les Templiers ont aidé les Écossais, notamment à vaincre les Anglais. Et il semble que l'Écosse soit devenue le nouveau lieu secret où ont pu vivre les derniers Templiers. Ça va être Jean-Philippe tout de suite, mais vous n'avez pas bien répondu à la question. Est-ce que vous iriez, est-ce qu'il y a une affaire, une grande énigme qu'on pourrait résoudre grâce à l'hypnose régressive? Est-ce qu'on peut aller se balader à la Bastille et soulever le masque de fer? Alors, je sais que le masque de fer est un débat. C'est un exemple. Quand je fais une régression, je ne peux pas diriger l'endroit où je vais aboutir. C'est un peu comme les sauts dans le temps. Je débarque, je sais pas où. Je disais tout à l'heure, quand j'arrive, je me retrouve en jupette sur la plage. Je sais pas où je suis. Je sais pas quand je suis et tout. C'est pas comme la machine à remonter le temps de H.G. Wells. Je peux pas dire, je veux être à Londres en 1500 rue Wilson. En fait, au moment où j'arrive, je suis le premier étonné à découvrir un monde. Donc je ne peux pas diriger à ce point. Peut-être que certains y arrivent, mais pas moi. Question de Jean-Philippe, bonjour. Ok, bonjour. Bonjour. Bernard, vous citez souvent Frédéric Dard comme un de vos écrivains modèles. En quoi l'auteur de San Antonio, entre autres, vous a influencé? Et j'aurais aussi une petite question subsidiaire. Vous êtes plus proche de San Antonio ou de Frédéric Dard? Alors, tout d'abord, c'est l'un des rares auteurs qui est arrivé à me faire rire en tournant les pages. Mais si vous m'en parlez, c'est que vous-même, vous avez dû l'apprécier. Et notamment, je me rappelle un jour, j'avais raté mon passage en section scientifique, ce qui pour moi était la fin du monde. Et j'avais lu Le Standing selon Bérurier. Et je pleurais et je riais en même temps. Et je me disais, bon sang, il y a un livre qui est en train de me sauver le moral. Et à partir de là, je me suis senti une reconnaissance infinie pour Frédéric Dard que j'ai jamais rencontré. Je lui ai envoyé le premier manuscrit des Fourmis, mais j'ai jamais eu de réponse. Mais c'était un manuscrit qui n'était pas très au point. Mais après, je me suis intéressé. Il y avait une chose qui me plaisait beaucoup aussi, c'est qu'il produisait énormément. Et j'ai compris que plus on écrit, plus c'est facile d'écrire et plus on va loin. Je ne crois pas à ces auteurs qui font des ouvrages ciselés. Ils ont besoin de prendre beaucoup de temps pour faire que ce soit parfait. Moi, je crois à la production régulière. Un autre de mes auteurs préférés, c'est
Philippe Cadic, les deux sont dans quelque chose qui est une production de 10 pages par jour, qui est à peu près mon rythme de production, 10 pages par jour. Si j'ai pu rapidement reprendre la dernière version, c'est parce que j'écris aussi très vite, je tape très vite avec les 10 doigts à la machine à écrire. Et ce que j'aime chez Frédéric Dard, il y a cette idée, 1, on écrit pour amuser les lecteurs, 2, ça doit déjà amuser l'auteur en même temps qu'il écrit, 3, l'ensemble de l'expérience est quelque chose de joyeux, 4, plus on pratique, plus on devient bon. Et Frédéric Dard faisait du polar. Donc, comme vous citiez, il y a eu Frédéric Dard et San Antonio qui faisaient du San Antonio, mais c'était la même personne. Et l'ensemble, il y a quelque chose de gargantuesque, il y a quelque chose de joyeux, quelque chose de festif. Moi, je considère que le devoir d'un livre, c'est de faire que le lecteur qui s'est pris la tête avec ses collègues de travail, avec ses problèmes de santé, avec sa famille, il trouve dans le livre une évasion et un moment où il s'en fout finalement de tous ses problèmes perso, parce que ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce qui va arriver au personnage. Et c'est la fonction de dérivatif, c'est une fonction quasi thérapeutique du livre qui m'intéresse, et je l'ai trouvé avec Frédéric Dard, auquel, si longtemps, si son esprit traîne dans cette pièce, je le remercie pour m'avoir inspiré. Il y aura une question de Lucille dans un instant, mais en attendant de lui donner le micro, je rebondis sur Frédéric Dard. Je viens de penser, vous aimez beaucoup la psychanalyse lacanienne des noms et des prénoms, les Templiers, René, le héros, René, né 2 fois. Est-ce que Frédéric Dard a particulièrement inspiré la prophétie des abeilles? Eh bien, écoute, j'y avais jamais pensé. Mais maintenant que tu le dis... oui, je crois que dans les noms, il y a... tu vois, tu t'appelles Nicolas Caro, tu es une pièce de l'échiquier, tu es le carreau de l'échiquier. Et moi, je m'appelle Réverbère, je trouve que... Enfin, Verbère, ça me fait penser à Réverbère, donc je ne suis pas la lumière, mais j'essaie de la diffuser. Et je crois que dans nos noms, il y a des explications. Il y avait une ministre de la Culture qui s'appelait Cresson, il y a plein d'infos comme ça, ministre de la Mer qui s'appelait... je sais plus... mais on regarde... En fait, il y a une info dans notre prénom et dans notre nom. Nicolas, ça signifie victoire du peuple. Oui, en grec. Nike, qui a donné les chaussures Nike. Et Ola. C'est-à-dire que je cours vite? Non, tu représentes la victoire du peuple. Après, c'est à toi que tu vas trouver dans cette information. Je vois, il y a tous les gens dans la salle qui commencent à se dire, attends, mon nom signifie, Mais ça amuse bien quand je fais les dédicaces, je leur dis, vous savez que votre nom signifie ça. Voilà. Je vous écoute. Bernard Werber en dédicace, je pense que la plupart d'entre vous l'ont peut-être déjà fait, mais c'est une expérience en soi. Lucille, allez-y. Bon, bonjour. Donc, moi, ma question, en fait, elle porte, voilà, vous avez mis 12 ans à écrire Les Fourmis. Tout à l'heure, vous avez dit, et donc je vous ai entendu dire, vous aviez écrit 12 versions de la prophétie des abeilles. D'ailleurs, il y a peut-être un petit message sur le chiffre 12. Vous allez peut-être nous le dire. Et ben, je voulais savoir d'où vous tenez cette persévérance, cette pugnacité à écrire. Voilà, il y a passé autant de temps sur, sur vos livres, vos personnages, d'où vous tenez tout ça? Alors d'abord, je vous laisse répondre, mais ce sera Célia ensuite, s'il vous plaît. Alors d'abord, je tiens à vous signaler que Lucille, ça doit être lié à la lumière, Lux, et j'ai pris un projecteur dans les yeux en même temps que je vous regarde, donc vous êtes dans votre symbole. Merci beaucoup. Je crois tout simplement, j'en reviens pas de la chance que j'ai d'arriver à vivre de ma passion. Et c'est ce que je souhaite à tous les êtres humains, c'est quand on gagne sa vie en faisant le truc qui nous amuse le plus, c'est qu'on a jackpot, on a trouvé sa place. Mais moi, sur une île déserte, je continue d'écrire. Parce que j'ai besoin d'écrire pour pas devenir fou. Et j'ai besoin d'organiser mes pensées, de vivre avec mes personnages, d'être ami. Donc, ce n'est pas de la ténacité, c'est du plaisir. Je vous souhaite à tous de trouver le métier qui vous fait plaisir. Vous n'aurez pas l'impression de travailler. Et il y a un critère qui est assez clair pour savoir qu'on a trouvé le métier dans lequel on prend du plaisir. C'est qu'on se dit, on regarde pas les jours jusqu'au moment où on a des vacances. On compte pas les jours avant les vacances. Si vous commencez à compter les jours avant vos vacances, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le bon métier. Normalement, quand notre métier nous plaît, en fait, on n'a rien à foutre des vacances. On a juste envie de se réaliser. Chez les abeilles, vous savez, il n'y a pas de vacances. Hein. Elles s'éclatent à faire du miel. Elles s'éclatent à vivre avec les copines dans la ruche. Elles se disent pas, oh, ça serait bien que ça s'arrête. Et de toute façon, si elles ont envie de s'arrêter, elles s'arrêtent. Il n'y a pas de police, il n'y a pas de quoi, t'as pas fait tes heures dans le truc. Donc moi, ma ténacité, elle vient du simple que j'en reviens pas de la chance que j'ai de faire le métier qui me plaît le plus
Et en plus, on me donne des sous pour ça. Et je peux rencontrer des gens hyper sympas qui me posent des questions sympas. Franchement, je suis épanoui dans mon métier. Et j'essaie dans le livre d'aider les autres à trouver cette voie, déjà d'avoir cette exigence. Si j'ai trouvé le métier qui me plaît, c'est aussi parce que je me suis acharné et j'ai écouté mes intuitions. Mes intuitions m'ont dit, fais un truc, fais un roman qui ressemble pas à ce qu'ont fait les autres. Et tout l'entourage me disait, laisse tomber. Et il y a un moment, il faut s'accrocher à ses rêves. Et puis au moment où ça arrive, il faut aussi dire merci. Parce qu'il y a des fois, on fait des souhaits, et puis ils se réalisent, et puis on n'a rien à foutre, on passe au souhait suivant. Moi, là, je vis depuis 30 ans dans le remerciement de faire le métier qui m'amuse le plus, de me retrouver à faire des interviews avec des gens sympathiques, avec des lecteurs sympathiques, et je me dis, pourvu que ça dure, c'est tout. Mais si jamais il n'y a plus de lecteurs, s'il n'y a plus d'interviews, je continuerai quand même d'écrire, parce que c'est ce qui m'amuse le plus. Vous savez, en fait, ce que je fais, c'est que je fabrique des petits personnages qui n'existent pas, et je me fais copain avec eux. Donc, c'est vraiment cool. En plus, je fais pas travailler personne, c'est-à-dire j'ai pas d'ouvriers qui bossent pour moi, je ne pique le travail de personne, je ne pique l'argent de personne. Donc j'ai l'impression d'être dans quelque chose d'honnête, de clair, et en plus qui peut apporter des informations aux autres. En fait, j'ai l'impression d'être à ma place. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est trouver votre place. Une fois que vous avez votre place, tout devient simple, les autres s'harmonisent autour de vous, et tout devient facile. Voilà. Est-ce que Célia a saisi le micro ou pas? Sinon, je vais poser la question pour elle. Ça terminera notre entretien. Bernard, Célia vous demandait, souhaiteriez-vous qu'un de vos livres soit adapté en série? Oui. Et la question qui suit, c'est... En fait, je voulais poser à dessein cette question parce que je sais que vous adorez les séries. Qu'est-ce que vous regardez en ce moment? Je trouve que les séries, c'est le nouvel endroit où il y a des idées originales. Moi, je recherche partout les endroits où il y a des gens qui s'amusent à faire des trucs nouveaux. Et là, actuellement, dans les séries, je trouve plein de sources de créativité. La série la plus dingue qui existe, mais je vous conseille pas de la regarder parce qu'elle est un peu trop dingue, ça s'appelle Légion. Je sais pas si tu as vu ce truc. C'est visuellement splendide. Le scénario est incompréhensible, les acteurs sont super bons. Maintenant, si quelqu'un arrive à comprendre le scénario, qui me communique. Et c'est culte, et c'est très beau. Et il y a la musique de Pink Floyd dessus, il y a des acteurs. Et c'est le même qui a fait Fargo. Et j'adorais Fargo. Et il s'appelle Noah Hawley, le créateur, le showrunner qui fait ça. Et tout ce que fait Noah Hawley, ça me semble vraiment très intéressant. Sinon, là, j'ai terminé. Il a adapté des frères Cohen. Il a adapté les frères Cohen, mais les frères Cohen ont reconnu que c'était encore mieux que ce qu'ils avaient fait eux. Et les frères Cohen ont produit Noah Hawley. Et sinon, là, je viens de terminer You. Je vous conseille de faire les 3 saisons. Je m'étais arrêté à la première saison. Les 3 saisons sont... Vous l'avez vu? Voilà. Les 3 saisons sont extraordinaires. Sinon, je regarde aussi Succession. J'adore tous les trucs historiques, que ce soit les Tudors, les Vikings, Rome, Dexter. Je trouve que c'est tout ça. Tout ça, on sent des gens qui s'amusent et qui nous ouvrent des voies et qui osent des choses originales. Et on le voit. On peut pas le voir sur les grandes chaînes françaises parce que les grandes chaînes françaises veulent à tout prix plaire à tout le monde. Donc ils veulent le consensus, ils veulent la ménagère de plus de 50 ans. Donc ils peuvent pas sortir des trucs trop audacieux. Mais sur les plateformes, j'espère qu'on va voir des tas de choses de plus en plus étranges et rigolotes qui vont me donner envie de faire des choses encore plus étranges et rigolotes. Des gens qui s'amusent, comme vous, Bernard Werber, et les lecteurs de La prophétie des abeilles chez Albin Michel. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Merci à vous tous.